Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est à peu près à cette époque, il y a 2 ans, que la crise, la grande crise, a véritablement commencé. C'est en effet au printemps 2008 que l'économie réelle a amorcé son retournement. La crise des subprimes, la crise immobilière, avait amorcé son décrochage depuis quelques mois, c'était depuis l'été précédent, et l'on commençait à voir se multiplier les signaux d'alerte sur le tableau de bord de l'économie mondiale. 6 mois plus tard, à l'automne 2008, tout avait basculé avec la disparition de la banque Lehman Brothers, tout avait basculé et tout s'accélérait. Ainsi, nous avons vécu depuis la plus grande crise depuis 1929, plus grave même parce que la première vraie grande crise mondiale. En réalité, nous avons traversé plusieurs crises. Une crise immobilière, j'en parlais il y a un instant, une crise financière et bancaire avec des faillites de banques, ce qui ne s'était pas produit depuis des dizaines et des dizaines d'années, une crise économique, bien sûr, une crise sociale avec une explosion du chômage un peu partout dans le monde, une crise budgétaire avec des risques de banqueroute d'État, comme on le voit encore aujourd'hui, le tout aggravé par une des plus graves crises agricoles que l'on ait connues depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, une partie de ces crises est derrière nous et l'on pourrait dire, après tout, que, vu l'ampleur incroyable des secousses que nous avons endurées, le monde ne s'en est pas trop mal tiré. Certes, toutes les crises que j'évoquais il y a un instant ne sont pas éteintes, encore des États sont en danger, encore le social est fragilisé, encore le monde agricole est sous tension, mais les risques majeurs de conflagration semblent être, pour la plupart, derrière nous. Mais ce qui est certain, c'est que plus personne ne souhaite vivre ça. Plus personne ne veut prendre le risque de vivre ça. Alors pour éviter cela, justement, faut-il tout repenser? Faut-il tout réinventer en ce qui concerne la croissance, tout repenser, tout réinventer en ce qui concerne le progrès? Pour répondre à ces questions et pour débattre de cela avec nous tous, 3 personnalités, 3 regards différents. Celui de Bernard Thibault, d'abord, le secrétaire général de la CGT. Il est à ce poste depuis 1999. Donc à la tête du premier syndicat français. Il en avait dirigé la Fédération des cheminots pendant plusieurs années auparavant. Avec lui, on verra comment réinventer un modèle de croissance et de progrès, un modèle forcément différent de celui que sa centrale a longtemps défendu, avant de s'en éloigner, car ce modèle avait échoué. Manuel Valls, député maire d'Évry, membre du bureau national du Parti socialiste, qui incarne une vision nouvelle ou une tentative de vision nouvelle du socialisme ou peut-être de la social-démocratie. On verra avec lui comment le socialisme ou la social-démocratie, c'est selon, comment ils peuvent aider à réinventer cette société et comment lui, Manuel Valls, peut porter ce message puisqu'il est candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2012. Nicolas Bavrez, enfin, économiste, magistrat à la Cour des comptes, normalien, agrégé d'économie et énarque, avocat, admirateur de Raymond Aron et inlassable dénonciateur du déclin français. Les titres de ces 2 derniers ouvrages, En route vers l'inconnu et Après le déluge, ces 2 titres prouvent à eux seuls qu'il est un de ceux en France qui a le plus réfléchi à ce qui peut, à ce qui doit sortir de ces crises et comment tout peut, tout doit être repensé, être réinventé. Pour débattre donc avec ces 3 personnalités, nous aurons comme d'habitude dans ce grand amphi des questions préparées par des étudiants. Ils sont pour les uns à l'ESSEC, pour les autres à Sciences Po, à l'ICOGES, à l'ISEG, à l'ISTH. Il y a des centraliens de Paris, des élèves de Dauphine et d'HEC. Voilà, au sortir de cette grande crise et pour essayer de repenser l'avenir, je vous demande d'accueillir Nicolas Bavrez, Bernard Thibault, Manuel Valls. Alors, messieurs, on va commencer par, au fond, c'est évidemment un sujet de débat extrêmement ouvert, extrêmement large. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence par une question assez large qui va vous permettre, disons, de nous faire comprendre un petit peu dans quel registre vous vous situez pour repenser cette croissance et ce progrès. Et à tous les 3, je vais poser la même question. Si, au sortir de cette crise, et pour peu qu'on admette, vous et moi, que cette crise est pour l'essentiel terminée,
au sortir de cette grande crise, si une chose, une seule, était à réinventer, laquelle est-ce que ce serait? On commence avec vous, Nicolas Bavrez. Diable. Bien, je crois que ce qu'il faut réinventer, c'est la mondialisation. Parce que la crise, c'est une grande crise du capitalisme. Les grandes crises du capitalisme sont des crises d'un régime de croissance. Le cœur du problème, c'est la mondialisation. Et à mon sens, c'est l'écart entre la mondialisation économique, qui est allée très vite, et la mondialisation politique, qui n'existait pas. Donc, comme il a été dit, nous vivons pour la première fois, depuis qu'on a inventé le capitalisme au XVIe siècle, dans un capitalisme qui est devenu universel. Nous avons vu monter des risques systémiques, des risques globaux, et nous avons vu en face qu'il n'existait pas aujourd'hui de mécanismes de régulation adaptés. Donc, pour moi, ce qu'il faut, c'est inventer pour ce capitalisme des institutions et des règles qui permettent de faire face à ces secousses. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut quand même être préoccupé. En 2009, on a clairement eu, après le choc Lehman, un vrai effort avec le G20 et puis la mise en place des plans de secours des banques et des plans de relance. Aujourd'hui, en 2010, il faut être clair, le monde est de nouveau en train de diverger. Il diverge entre les États-Unis et la Chine avec ce qu'on pourrait dire un consensus de Pékin qui divise la liberté politique et la liberté économique et puis qui pilote l'économie tout en refusant en large partie l'état de droit. Il diverge entre l'Europe et les États-Unis et il diverge au sein même de l'Europe, comme on le voit aujourd'hui avec la crise grecque. Donc, moi, les deux choses que je souhaite, c'est qu'on arrive à mettre en place des stratégies coordonnées pour permettre de répondre aux risques de ce capitalisme universel. Et puis, c'est l'autre point dont on discutera, qu'on se préoccupe de la soutenabilité politique, économique, sociale, environnementale de ces politiques publiques. Il y a eu tout de même, Nicolas Bavrez, pendant cette crise et au sortir de cette crise, des instruments de régulation qui à la fois ont été inventés sur le moment et qui ont été assez efficaces. Au fond, les banques centrales se sont très vite coordonnées et de façon semble-t-il assez exceptionnelle, puisqu'on a évité la grande conflagration bancaire. Et les gouvernements, les principaux, ont inventé le G20, qui a été un mode de régulation de la planète. Est-ce que ces deux éléments-là, par exemple, ne sont pas suffisants ? C'est pas suffisant pour la sortie de crise. C'est-à-dire que ce qui a été fait et très bien fait, c'est que nous n'avons pas réédité les erreurs des années 30, quand le crack de Wall Street avait été transformé d'abord en déflation américaine par la politique budgétaire et monétaire aberrante, notamment la montée des taux et puis la politique de l'équilibre budgétaire, et ensuite à travers le protectionnisme, l'échec de la conférence de Londres en 1933, on a fait une déflation mondiale. Donc, en réalité, nous avons géré ce choc avec les pensées des années 30 et l'héritage de la gestion des crises du XXe siècle. Les deux grands économistes qui nous ont servi, c'est Irving Fisher qui disait « Il faut sauver les banques quand on a une déflation par la dette à la suite d'une bulle spéculative ». Et il avait raison. Et il avait raison. L'autre, c'est Keynes, que vous connaissez bien, qui dit « Quand les entreprises ou les ménages ne peuvent plus ou ne veulent plus investir ou consommer, seul l'État peut agir et il doit agir ». Et on a eu raison. Donc, et il n'avait pas tort, en effet. Les trois priorités, c'était sauver les banques, faire des plans de relance massifs et puis enfin éviter le protectionnisme. Ça a été largement fait et ça a réussi, ce qui montre d'ailleurs que les économistes ne disent pas seulement des bêtises. Aujourd'hui, là où les choses sont très différentes, c'est que nous devons faire, et c'est une situation qui est vraiment inédite, et là nous n'avons plus le secours de ce qui existe. Nous devons d'abord essayer de sortir de la crise en coordonnant la reprise. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que si on remonte brutalement les taux d'intérêt ou si on arrête les plans de relance brutalement, on va retourner à la déflation. En même temps, si nous laissons des taux d'intérêt zéro et si tout le monde va au-delà de 100% du PIB de dette publique, on voit très bien qu'on va avoir d'un côté une crise financière et de l'autre, on va refaire des bulles spéculatives. Donc, on ne peut faire ça qu'en se coordonnant entre les 5 continents, puisque maintenant, c'est l'innovation, c'est ce système de la mondialisation. Le deuxième défi, c'est la régulation financière, et on voit qu'aujourd'hui, les choses divergent énormément. Au sein de l'Europe, les Anglais ont coulé la directive sur les hedge funds. Sur les banques, d'un côté, on fait BAL 3 en Europe, les États-Unis font les règles Volcker. Sur les assurances, on fait solvabilité 2, la même chose. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'accord, et par ailleurs, le Sud, les Chinois ont dit environnement et stabilité financière,
nous refusons de sacrifier notre développement. Nous voulons bien prendre en compte ces contraintes, mais nous le ferons à notre manière et à notre rythme. Et nous préférons pour l'instant l'intensité de la croissance à sa qualité. Et le troisième élément, et j'en finirai là, c'est comment est-ce qu'on rééquilibre la mondialisation. J'avais d'un côté États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, Irlande, des pays qui s'endettaient, qui consommaient et qui importaient massivement. De l'autre côté, j'ai la Chine, l'Allemagne, le Japon qui, eux, épargnent, investissent et exportent. Il faut réduire ce qu'on appelle ces asymétries. Mais là encore, c'est pour ça que pour moi la coordination est centrale. Il est bien clair qu'il faut créer un État-providence, début de protection sociale en Chine, et c'est d'ailleurs ce que les Chinois font. Il est bien vrai qu'il faut réévaluer le yuan progressivement. Il est bien clair que de l'autre côté, dans nos pays, on doit de nouveau se préoccuper d'épargner, d'investir et de produire. J'y reviendrai, la production est fondamentale. Tout ceci va prendre du temps parce qu'on ne modifie pas un modèle économique en 6 mois, et tout ceci ne peut passer que par une coopération neuve et des instruments neufs. Le G20 a assez bien fonctionné, Doha, l'OMC s'est bloqué depuis 10 ans et Copenhague a été une catastrophe. Donc on a d'un côté les jalons de ce qui peut marcher et en même temps on voit bien que donc le monde aujourd'hui est entre deux, entre certains jalons qui peuvent prospérer et puis également des initiatives qui se sont soldées par des échecs. Bernard Thibault, si au sortir de cette crise, pour autant que vous admettiez que cette crise est pour l'essentiel derrière nous, s'il y avait une chose et une seule à réinventer, ce serait laquelle ? Ce serait d'en finir avec les idées reçues. Et je trouve de ce point de vue-là que l'intitulé de nos rencontres est intéressante. Une des idées reçues, par exemple, très en vogue en ce moment, c'est l'idée selon laquelle nous serions dans la phase de sortie de crise. Voilà une idée reçue qui ne correspond en rien à la réalité, en tout cas pas à mon diagnostic. Nous ne sommes pas dans une phase de sortie de crise, et pour une raison qui m'apparaît évidente, c'est que nous n'avons pas répondu aux défis que posait cette crise structurelle, qui n'est pas qu'une crise financière, qui n'est pas qu'une crise bancaire, qui est une crise plus fondamentale d'un système économique qui échappe à la société, qui échappe au pouvoir démocratiquement élu dans les différents pays. On estime, en scrutant les résultats et la situation des établissements financiers en ce moment, qu'en fonction de leurs annonces, la situation peut s'améliorer. Mais on est peut-être à la veille d'un autre péril. Moi, quand je remarque, par exemple, que des agences de notation privées, internationales, sont des agences qui maintenant dictent ce que doivent être la conduite des États, ont une influence sur les choix politiques, budgétaires, des États, voire des continents de l'Union européenne, je me dis qu'il y a là des espèces de milices sans contrôle démocratique. Des milices ? Des milices, j'apparente ça à des milices, j'assume mon propos, qui, si nous ne réagissons pas collectivement, permettent de s'interroger sur le bien fondé des choix qui prévalent. Alors, intervenir sur le type de croissance qui a été... le modèle de croissance tel qu'il a été défendu depuis 25 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire de se réinterroger, par exemple, sur la finalité de l'économie, notamment dans sa dimension sociale. Nous avons progressé sur des règles du commerce international, et de ce point de vue-là, il y a une réglementation mondiale très étoffée, une institution mondiale reconnue par tous, un gendarme du commerce mondial, l'OMC, dans lequel les États acceptent, sous couvert d'accords bilatéraux, multilatéraux, de modifier les règles du commerce ou d'orienter d'une certaine manière le commerce. Mais il y a un aspect fondamental qui n'a jamais été abordé dans ces règles, c'est l'intégration d'un certain nombre d'obligations et de normes sociales. Et nous sommes donc, s'agissant des normes sociales, avec une institution qui est le BIT, ou s'agissant des règles sociales, là, on fonctionne sur la base des recommandations et du bon vouloir, soit des États, soit des firmes multinationales. On a donc une économie, un commerce mondial qui se développe sans aucun cadrage social obligatoire ou de référence pour organiser ce commerce. Au point, et c'est mon dernier mot pour l'instant, au point que la tendance, c'est qu'aujourd'hui, le nombre de travailleurs à l'échelle du monde qui effectuent son travail dans un cadre informel, c'est-à-dire sans code du travail, sans protection sociale, sans naturellement droit syndical pour s'exprimer,
ce nombre est plus élevé que le nombre de travailleurs dans le monde effectuant sa tâche avec un code du travail, des conventions collectives ou un système de protection sociale. Et la tendance est à la progression. On estime même que d'ici une quinzaine d'années, 2/3 des travailleurs dans le monde exerceront leur activité dans un cadre informel. Donc si nous restons sur un mode de croissance basé sur cette contestation de la dimension sociale, inévitablement, nous serons non seulement loin d'une sortie de crise, mais nous serons de plus en plus sur une crise fondamentale. Donc, est-ce que j'exprime bien ce que vous dites en résumant ça avec ce mot, la gouvernance sociale? Il faut une gouvernance sociale mondiale? Il faut une redéfinition des paradigmes qui doivent prévaloir quand on parle d'économie. Le petit problème, Bernard Thibault, c'est que les pays riches sont très demandeurs de ça, mais les pays pauvres considèrent que ce genre de règles sociales bride, limite, empêche leur croissance rapide. Et donc, eux n'en veulent pas. Les Chinois n'en veulent pas. Je pense que les premiers à résister à des règles sociales sont ceux qui bénéficient avant tout d'un commerce dérégulé au plan social, dans la mesure où c'est aussi un des leviers sur lesquels on agit pour dégager des marges financières plus importantes. Dès lors que l'on considère que le niveau de capital atteint par l'économie est plus important que le niveau social que l'on est censé assurer globalement à la planète, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait cette pression sur le moins-disant social qui, encore une fois, est en train de prendre des proportions que nous considérons comme particulièrement explosives. Manuel Valls, à la sortie de cette crise, et encore une fois, si tant est que vous acceptiez le diagnostic d'une sortie de crise, s'il y avait une chose à changer pour que tout cela ne se reproduise pas, laquelle serait-elle? Je ne sais pas si effectivement le mot crise est le bon. Il y a une crise incontestable financière avec ses conséquences, elles ont été rappelées. Aujourd'hui, notamment dans nos économies des pays industriels, avec une crise sociale marquée par une hausse du chômage et des perspectives de croissance qui restent à ce stade extrêmement faibles. C'est la raison pour laquelle je pense qu'on ne peut pas parler d'une sortie de crise. Il y a une crise énergétique qui est sans doute l'un des défis majeurs pour la planète. Une crise environnementale qui, pour le moment, ne trouve pas de débouché, ça a été dit. Le sommet de Copenhague est là avec son échec pour l'attester. Et une crise alimentaire qui provoque des déséquilibres majeurs entre le Nord et le Sud et sur un certain nombre de continents. Et je pense qu'on est face à une mutation ou à une succession de crises qu'il va être extrêmement difficile de maîtriser. Et donc peut-être que le premier acte de pensée qu'il faut effectuer, c'est de tirer les leçons. D'abord, pourquoi on en est arrivé là, et puis comment les choses peuvent ne pas se reproduire. Or, il faut bien reconnaître que notamment du côté des banques, les attitudes, au niveau mondial, je parle, n'ont pas changé, et que ce qui a conduit à cette crise financière ou à cette crise immobilière peut de nouveau se produire. Alors moi, je vois trois pistes, parce que ce qui a été dit, au fond, il y a un instant, me va. Premier élément, c'est qu'il faut effectivement organiser cette régulation. C'est sans doute une des tâches les plus difficiles. Je crois qu'à l'échelle planétaire, dans un monde où en plus toutes les nations sont en mouvement, c'est extrêmement difficile d'imposer une règle, que cela passe notamment par un rééquilibrage de la relation entre la Chine et les États-Unis, et qu'on voit bien que c'est extrêmement compliqué. Et donc, et c'est le deuxième point, cela nécessite un changement absolu, parce que sinon je ne vois pas de solution du rôle de l'Europe. Et donc, au fond, si j'avais une solution, puisque c'est votre question, c'est si on veut être dans un nouveau rapport de force, porter un certain nombre de valeurs, considérer qu'il y a un certain nombre d'indicateurs, santé, éducation, culture, eau, social, qui doivent être intégrés dans une volonté de régulation internationale, l'Europe doit être capable de les porter. Si l'Europe n'a pas la force politique et économique, sa capacité à s'organiser notamment, et on voit combien c'est difficile avec la seule crise grecque, alors à ce moment-là, il sera très difficile de peser dans le monde. Et puis le troisième élément, ça vaut pour l'Europe et ça vaut pour la France, on en reparlera en évoquant la problématique de la croissance, c'est que si la France et l'Europe n'investissent pas massivement dans l'économie de la connaissance, il sera très difficile de rattraper le retard que nous avons déjà pris par rapport à des pays qu'on qualifiait d'émergents, mais qui aujourd'hui ont fait de cela leur priorité.
Vous dites, Manuel Valls, l'Europe doit exister. Il s'est passé un événement considérable, pas forcément très visible la semaine dernière, qui est la visite de Tim Geithner, le secrétaire au Trésor américain, en Chine, pour, au fond, négocier un ajustement ou le début d'un ajustement des parités entre le dollar et le yuan. Pas de chance, l'euro n'existe pas dans cette configuration-là. Et ce n'est ni les Américains ni les Chinois qui nous ouvriront la porte. Comment est-ce qu'on fait pour que l'Europe existe ? J'essaie d'ailleurs, dans un livre récent, d'analyser les raisons pour lesquelles, avec pourtant un euro fort, c'était encore le cas il y a quelques semaines, l'Europe ne pèse pas. Et je pense que c'est toute la politique de la Banque centrale européenne qu'il faut revoir. Et tant qu'il n'y a pas une coordination des politiques économiques et monétaires et une vision politique, mais reconnaissons que c'est le fruit de l'accord qui a conduit à Maastricht, le fruit de l'accord entre la France et l'Allemagne, entre François Mitterrand et Helmut Kohl, qui a fait qu'on a fait l'euro, mais aux conditions de gestion, on va le dire ainsi, de l'Allemagne. Donc c'est évidemment par le changement du rôle de la BCE et du rôle des politiques, mais là on touche à quelque chose d'essentiel, mais qu'il faut débloquer, qu'on pourra s'en sortir. Et puis peut-être par une analyse nouvelle sur le monde tel qu'il est. Je crois qu'on n'a peut-être pas suffisamment compris que le nouveau président des États-Unis, qui représente un formidable symbole, mais aussi une nouvelle génération aux États-Unis, son regard, il n'est pas vers l'Europe. Et c'est le changement qui est en train de se produire aux États-Unis dans le rapport avec la Chine, avec le Japon. On le voit bien notamment sur l'industrie automobile, mais évidemment sur les questions monétaires. Et ce changement est très inquiétant pour le rapport entre les États-Unis et l'Europe, et cela a des conséquences sur le plan économique. Ce qui nous oblige donc à repenser l'organisation européenne, mais aussi les partenariats. Et quels sont nos partenariats en termes stratégiques pour l'Europe ? Vers le sud, incontestablement, vers ce continent africain qui souffre, mais qui reste un potentiel demain démographique de croissance tout à fait exceptionnel. Mais cela nous oblige aussi à repenser notre rapport à la Turquie, à la Russie. Et ce sont là aussi pas que des sujets politiques, mais qui visent au fond à créer dans ce monde avec de grands ensembles une nouvelle stratégie. Nicolas Bavrez, un mot sur la sortie de crise. Est-ce qu'effectivement on est sorti de la crise Juste pour clarifier les choses, je crois qu'il est clair qu'on est sorti de la récession, puisque l'économie mondiale, elle va croître de 4% cette année. Donc ça, c'est certain. En revanche, comme il a été dit, on n'est sûrement pas sorti de la crise, et notamment dans le monde développé, parce que, grosso modo, pour le monde développé, on a fait ce qu'il fallait, mais ça nous a coûté à tous 40 points de PIB de dette publique pour éviter les années 30. Et donc ça veut dire que pendant une décennie, on va avoir une croissance faible, un chômage élevé et des problèmes de dette publique majeurs dans le monde développé. Et ça nous ramène directement à notre sujet. Pourquoi ? Parce que vous voyez que ce dont on vient de parler tous les trois, chacun à notre manière, c'est cette divergence. Et finalement, aujourd'hui, quand on parle de croissance et de progrès, ces notions sont en crise chez nous et particulièrement en Europe, mais il y a toute une partie du monde où elles ne sont pas du tout en crise. Si vous prenez cette année 2010, la croissance sera de 1% en Europe, elle sera de 3% aux États-Unis, de 4% dans le monde, de 6% dans le monde émergent, de 8% en Inde, de 10,5% en Chine. Donc, qu'on soit au Brésil, en Chine ou en Inde, la croissance, on y croit, et le progrès, on est complètement dedans. Et ce qui a été dit sur l'Europe, vous voyez, est très important parce que ces notions de croissance et de progrès, c'est l'Europe du XVIIIe siècle, ce sont les Lumières qui les ont inventées. Et elles sont évidemment entrées en crise avec les crises du capitalisme, les grandes guerres du XXe siècle. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, elles sont loin d'être abandonnées par toute une partie du monde. Et que l'Europe, c'est vrai que si on reste et qu'on se condamne au vieillissement démographique, à la sous-compétitivité, au surendettement et à la monnaie surévaluée, et ben effectivement, et si par derrière on ne croit plus à ces notions, eh bien franchement, l'Europe, elle va disparaître de l'horizon du XXIe siècle. Et c'est pour ça que c'est un débat qui est très important, parce que soit nous laissons ces notions uniquement au Sud, et le Sud en fera un usage à la fois bon et à la fois mauvais, comme nous l'avons fait nous-mêmes au XIXe ou au XXe siècle, donc il y aura évidemment aussi des chocs et des crises, soit nous nous remettons, et c'est ça la réinvention, soit l'Europe accepte de se refonder, ce qu'elle a fait à plusieurs reprises, de douter d'elle-même et de se mettre en position d'être un acteur du XXIe siècle. Dans votre livre, Nicolas Bavrez, vous dites effectivement la crise est en mutation, elle mute. Le risque principal n'est plus dans l'effondrement du système bancaire, il est dans une longue stagnation de l'activité et dans le défaut des États. Et dans le paragraphe qui suit cette phrase, vous expliquez que tout ça menace d'abord l'Europe.
Oui, sans faire trop de chiffres, mais si vous voulez, c'est là où la crise est un accélérateur et pas une rupture. Quand on regarde les chiffres des années, la décennie 90 ou la décennie 2000, la croissance mondiale, ça a été 3,4%, mais ça a été 1,5% dans le monde développé et ça a déjà été quasiment 6% dans le monde émergent. Donc là, il y a eu une vraie accélération. Et quand on regarde malheureusement l'Europe depuis 90, c'est le Japon en un petit peu mieux. Mais en réalité, il faut bien voir que, et c'est une vraie question qui se pose quand même à propos de l'euro, depuis le début des années 90, l'Europe est un continent où la croissance est un peu supérieure à 1%, mais pas beaucoup, où le pouvoir d'achat est bloqué. Où par ailleurs on a un chômage qui est important. Mais c'est une situation, et c'est là où il faut quand même se garder de raisonner uniquement en fonction des problèmes français et européens, c'est une situation qui nous est propre, c'est pas du tout la situation du monde. Et il faut de ce point de vue-là, puisque le Sud représente aujourd'hui la moitié de la production mondiale, 80% des réserves financières, qu'une part croissante du commerce international, il faut aujourd'hui, pour réfléchir à nos problèmes, prendre en compte cette partie du monde qui, elle, croit effectivement fondamentalement à la croissance et au progrès. Manuel Valls, cette partie du monde qui croit à la croissance et au progrès, qui applique au fond un modèle qui a été inventé au moment du siècle des Lumières, cette partie du monde progresse très vite. Est-ce qu'elle est un danger pour nous ? J'essaie de ne pas le voir en danger, mais est-ce qu'elle applique vraiment le progrès tel qu'on l'imaginait et tel qu'il a été imaginé par les Lumières, c'est-à-dire la construction d'un modèle qui allie développement économique, nouvelle solidarité conquise par des luttes politiques ou sociales et système démocratique. Je n'en suis pas certain et je ne me permettrai pas de porter des jugements, mais à l'évidence, la Chine, par exemple, invente un autre modèle qui est un modèle de contrôle politique et de développement économique très puissant, avec en plus des plans de relance massifs pour permettre ce niveau de croissance qui était évoqué. Le monde va être de nouveau, entre guillemets, ébloui dans quelques semaines par l'exposition de Shanghai. Shanghai. Et donc faisons attention, il se passe quelque chose. Moi je pense que l'histoire est tragique. À l'échelle des siècles, le continent européen est aujourd'hui en train de connaître une mutation. Je ne sais pas si c'est un déclin, qu'il a un modèle social. Je crois aux valeurs universelles qui sont issues du siècle des Lumières, mais cela doit nous amener à des changements. Alors, est-ce que ces changements, c'est épouser la bestialité du monde ultralibéral, de nier un certain nombre d'acquis, de remettre en cause nos protections sociales? En tout cas, ces questions, elles sont là, et elles sont d'autant plus là que le niveau de nos déficits publics, la crise de l'État-providence, nous amène forcément à changer totalement de vision. Mais cela nous oblige aussi à beaucoup de pédagogie vis-à-vis de nos peuples. Ça nous oblige à changer de vision. Vous avez publié un livre titré « Pouvoir », pouvoir du verbe, pouvoir agir et aussi le nom commun. Et j'extrais de ce livre une phrase assez forte, et je suis sûr que Bernard Thibault adorera aussi la commenter. « S'il est vrai que la richesse est à la source des plus grandes injustices, elle est surtout le meilleur moyen de les effacer. » Oui, bon, pas très original. Pas mal, non, mais bon, tant mieux. Vous voulez que j'en trouve d'autres? Non, je veux dire tout simplement que précisément. Bien, hein. Non, mais tout simplement pour répartir, parce que je pense que, notamment pour ce qui me concerne, être socialiste, social-démocrate. Mais vous savez ce qu'on dit, Manuel Valls, si la richesse est effectivement le meilleur moyen de lutter contre les inégalités, il faut d'abord produire la richesse. Il faut la créer, il faut la produire. Et quelle est cette nouvelle richesse? Et ça nous ramène au débat sur la croissance, sur le type d'économie, sur tout le débat qui a été ouvert, notamment par la CGT, sur l'outil industriel, sur la productivité. Mais en tout cas, je pense qu'on a besoin de croissance. Alors, les fondements de cette croissance doivent-ils être revisités? Incontestablement. La question de l'environnement est là, de toute façon, pour nous y obliger. Mais je reviens sur l'Europe. On peut beaucoup critiquer la stratégie dite de Lisbonne. Et pourtant, elle avait indiqué le chemin, au moins pour ce qui concerne l'économie de la connaissance. La stratégie de Lisbonne, en 2 mots, c'est améliorer la connaissance et investir dans la recherche et l'innovation. La ville dont je suis le maire a le premier cluster de biotechnologie de France et l'un des premiers d'Europe. C'est un nain par rapport aux choix qui ont été faits. Je ne parle
pas des Chinois, je ne parle pas des Taïwanais, je parle par les choix qui ont été faits par les présidents Bush et Obama d'investir massivement dans la recherche, l'innovation, les biotechnologies. Et ce ne sont pas les choix uniquement du secteur privé, ce sont les choix de l'État américain, des pouvoirs publics qui considèrent que c'est sur ces sujets-là que se joue une partie de la croissance et donc de la compétitivité des pays. Bernard Thibault, on est dans une grande faculté ici, donc question en forme d'examen. La richesse est à la source des plus grandes injustices, elle est surtout le meilleur moyen de les effacer, commenter. J'ai combien d'heures? Je vous laisse le temps, sympa. C'est une sacrée épreuve de philo. Et en plus, moi, j'ai jamais été jusqu'au moment où on avait les épreuves de philo. Je suis parti avant en me disant... Mais là, vous avez une chance de passer directement en maîtrise. Je ferai ça plus tard et vous me donnez la